Bonsoir à tous, merci d'être venus pour ce débat qu'on organise ce soir. Je travaille au journal Le Courrier, donc on fait ces événements en lien avec les votations depuis maintenant 2 ans avec l'espace Dickens et Nouvelles Perspectives. On est très heureux de vous accueillir pour ce sujet qui nous touche d'autant plus aujourd'hui, une votation importante. Juste quelques petits mots pour vous dire merci à vous d'être venus participer à cette discussion. On va faire à peu près 1 heure de débat, d'échange entre vous, puis après on donnera la parole si vous avez des questions, des remarques. Le débat est filmé, il sera sur les pages YouTube du Courrier de l'Espace Dickens à partir de, je pense, demain ou lundi en tout cas. On a rapporté des éditions du Courrier d'hier et du jour, notamment dans celle d'hier, il y avait donc l'interview de Christian Choca sur la sortie de son livre. N'hésitez pas à vous servir. Et puis également, il y a son livre qui est en vente si jamais vous voulez vous le procurer. Je crois que c'est les paiements par Twint ou avec la pointe si vous avez. Mais vous pourrez aussi en avoir un exemplaire. Voilà. Je passe la parole à Sophie qui va modérer la discussion. Merci. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus malgré le temps et merci pour votre patience aussi. Désolée pour ces quelques minutes de retard. Et nous avons le plaisir d'accueillir ce soir un riche panel pour ce débat consacré à l'initiative 200 francs, ça suffit. Donc, qui a été porté par l'UDC et qui a pour conséquence une réduction de quasiment de moitié du budget de la SSR. Et donc, c'est un enjeu crucial avec un score qui s'annonce très serré le 8 mars et qui pourrait donc totalement redessiner aussi le paysage médiatique suisse tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc, pour en parler avec nous, de savoir si est-ce que 200 francs, ça suffit vraiment ou non, nous avons donc Colin Métro qui est représentant des jeunes UDC, conseiller communal à Renon. Pauline Blanc, vice-présidente des Jeunes libéraux radicaux suisses, également conseillère communale à Lausanne. Sarah Neumann, conseillère communale à Lausanne, socialiste. Et Jean Burgermeister, qui donc représente qui est secrétaire syndical au SSM, donc syndicat des médias, et Christian Choca, qui est ancien présentateur à Espace 2 et a consacré un récent ouvrage à la RTS, qui se nomme Mortelle Audience et dont il y a quelques exemplaires ici. Bienvenue à toutes et à tous. Merci pour votre participation. Nous allons donc commencer par savoir, est-ce que 200 francs de redevance, est-ce que ça suffit vraiment? Colin Métro, donc vous faites partie du parti qui a lancé cette initiative. Pourquoi réduire cette redevance? Bonsoir tout d'abord. Pardonnez-moi pour ce joli quart d'heure vaudois de retard. En l'occurrence, oui, je pense que 200 francs, c'est amplement assez pour les ménages pour payer cette redevance. On le voit, la RTS et la SSR en général est une énorme machine qui, à mon avis, pompe beaucoup plus que ce qu'elle redonne en argent. Et pour un ménage moyen, par exemple, 335 francs par année, ça reste quand même un joli panier de courses. Et je pense que cet argent-là peut être investi différemment par les ménages et aussi par les PME. Donc pour moi, c'est clair que 200 francs, ça suffit. C'est bien suffisant pour toutes et tous pour subvenir aux besoins de la RTS. Pauline Blanc, vous soutenez également l'initiative, contrairement à votre parti, le PLR suisse, qui lui ne la soutient pas. Pourquoi ce soutien ? Alors, on fait plus que soutenir l'initiative, puisqu'on est aussi, les jeunes PLR suisses, à l'origine de cette initiative aux côtés de l'USAM. On s'est mis tous derrière ce lancement d'initiative parce qu'on est convaincus que 200 francs, c'est un montant de redevance nécessaire à la SSR, mais qui lui permettra de remplir sa mission de service public, dont le cœur de la définition est une information neutre, correcte, qualitative et fournie à l'ensemble de la population, c'est-à-dire en prenant en compte les diversités linguistiques et les minorités linguistiques de notre pays. Ça, c'est
fondamentale. Et si on regarde les chiffres, on aura sûrement l'occasion d'y revenir un peu plus en détail, mais en termes généraux, si on regarde les chiffres de la SSR, eh bien, on voit qu'avec les recettes d'une redevance à 200 francs, eh bien, ça permet de couvrir sa mission première. Elle n'aura peut-être plus suffisamment d'argent pour financer des téléréalités, des émissions de rencontres, des contenus sur les réseaux sociaux tendant à savoir si Adolf Hitler avait un micro-pénis ou pas, de savoir si un raton laveur ivre a semé la pagaille dans un bar aux États-Unis. Ça, probablement qu'il n'y aura plus d'argent pour financer cela, mais il y aura en tout cas largement suffisamment d'argent pour remplir sa mission première, qui est le service public. Et en réalité, cette initiative, elle a pour but que la population définisse le montant de la redevance et ensuite charge au Conseil fédéral, subsidiairement au Parlement, puisque c'est comme ça que la répartition des compétences est faite, de définir très clairement le cadre de la concession de la SSR selon l'opinion de la population. Et on sait que c'est un débat très émotionnel, c'est un débat qui touche finalement tous les citoyens, parce que le service public fait partie de notre quotidien. Donc je pense qu'il est juste que la population se prononce sur le montant de la redevance qui est actuellement fixé unilatéralement par le Conseil fédéral. Même le Parlement n'a pas son mot à dire sur le montant de la redevance. Donc il est juste qu'on ait ce débat et que la population puisse se prononcer. Sarah Neumann, on a entendu beaucoup de choses sur, d'une part, le pouvoir d'achat des ménages et d'autre part, le rôle de la RTS, enfin des médias SSR comme service public. Qu'est-ce que vous en dites ? Oui, merci. Effectivement, on a d'abord commencé par parler du pouvoir d'achat. Alors moi, je suis vraiment ravie que l'UDC et les jeunes PLR s'inquiètent du porte-monnaie des ménages. Et je les invite pour ça à se pencher sur les dépenses majoritaires des ménages en Suisse, à savoir principalement le loyer et l'assurance maladie, qui ne sont pas aujourd'hui l'objet du débat et sur lesquels on ne s'étendra pas, mais sur lesquels il y a effectivement des mesures nationales et locales à prendre pour ménager le pouvoir d'achat des ménages. Sur le mode de perception de cette redevance, effectivement, je pense qu'on peut discuter. Ce n'est pas le débat aujourd'hui, mais un montant unique, harmonisé pour l'ensemble des ménages, c'est une question. Moi, comme socialiste, je serais favorable à un mode de financement du service public qui soit basé sur le revenu ou basé sur la TVA ou basé sur autre chose. Pourquoi pas ? Mais aujourd'hui, on ne parle pas de ça. Aujourd'hui, on dit combien on va couper. On ne dit pas est-ce qu'on va couper, parce qu'on va couper. Le contre-projet du Conseil fédéral est sur la table. Là-dessus, on ne vote pas et ça sera 300 francs. Et donc, si on refuse l'initiative, eh bien, la SSR fera face à une coupe et devra faire des arbitrages, probablement couper des postes, couper des prestations, couper des développements d'émissions. Par contre, si on va à 200 francs, là, c'est plus une coupe, c'est une amputation. C'est vraiment une remise en question totale du fonctionnement de la SSR. Et ça aura pour conséquence qu'on n'aura plus cet endroit où on parle de nous depuis chez nous. Parce que ça, aucun média privé ne pourra le faire de la manière approfondie dans laquelle la SSR le fait. Et puis les médias internationaux accorderont une brève. Donc voilà, on reviendra peut-être sur la question des téléréalités et du raton laveur, mais pour le moment, moi, c'est de ça que j'aimerais rappeler, c'est que le pouvoir d'achat des ménages, effectivement, c'est une question, on est dans un pays en crise et c'est difficile, mais je ne crois pas que la réponse principale, elle est sur la redevance. Et par contre, je crois vraiment qu'on doit se donner les moyens de parler de la Suisse romande, de la Suisse italienne, de la Suisse alémanique et des Grisons, depuis ces régions-là et par la voix de ces régions-là. Et porter atteinte à la redevance à cette hauteur, c'est porter atteinte à cette mission. Merci. Vous avez rappelé notamment qu'il y a ce contre-projet qui est en fait déjà sur les rails avec un plan du Conseil fédéral et de la SSR du coup de réduire la redevance à 300 francs avec en 2029 avec déjà des conséquences qui sont déjà un peu tangibles dont les médias
de la SSR. Jean Burgermeister, vous êtes là un peu pour porter la voix aussi de toutes les travailleurs et travailleuses de la RTS qui ne s'expriment pas aujourd'hui. Vous allez peut-être nous l'expliquer. Qu'est-ce que ça signifie pour un média comme la RTS, une redevance à 200 francs ? Bonsoir, merci pour l'invitation. Effectivement, les salariés de la RTS ou de la SSR, on ne les entend pas dans cette campagne, d'abord parce qu'ils et elles sont interdits de prendre la parole, ce qui pose un véritable problème démocratique et dit quelque chose de l'ambiance que fait régner non seulement cette initiative, mais aussi avant elle l'initiative No Bilag et la pression accrue qui pèse sur le service public et sur l'ensemble de ses salariés. Alors même qu'il faut le rappeler, la dernière fois que la population a voté, elle a plébiscité le service public puisque No Bilag a été massivement balayé dans les urnes. Il faut comprendre qu'on parle du contre-projet du Conseil fédéral, ce n'est pas tout à fait exact. Le Conseil fédéral a décidé de baisser la redevance. C'est acté, c'est indépendant du vote du 8 mars, c'est-à-dire que la redevance va passer à 300 francs de manière échelonnée jusqu'en 2029, et ça, d'ores et déjà, ça prive la SSR de 17% de son budget. Alors c'est intéressant de voir qu'est-ce que c'est les conséquences de cette première baisse. On passe de 335 à 300 et là les initiants voudraient qu'on passe à 200. 17% du budget, c'est déjà depuis 2 ans maintenant et ça va se poursuivre et s'amplifier jusqu'en 2029, des plans de licenciement collectif chaque année sur toutes les chaînes de la SSR. C'est une dégradation des conditions de travail, des salariés qui doivent faire 2 ou 3 métiers là où ils en faisaient qu'un il n'y a pas très longtemps encore. Et puis, cette précarité, et ces coupes, elles vont nécessairement avoir déjà un impact sur les émissions. Il y a déjà des émissions qui sont supprimées. Et évidemment, ce n'est rien par rapport à ce qui se passerait si l'initiative passait. Parce que l'initiative, c'est la moitié du budget en moins. La redevance baisse d'un tiers, si vous voulez, mais le budget de la SSR baisserait de moitié. Ça veut dire, on estime environ 6 000 emplois supprimés, 3 000 à la SSR. Et ça veut dire nécessairement une centralisation de la SSR depuis Zurich. Ça, personne ne peut dire le contraire. Évidemment, vous avez qu'à vous imaginer n'importe quelle entreprise qui verrait son budget diminuer de moitié du jour au lendemain, eh ben, elle ne va pas conserver tous ses sites de production. Donc ça veut dire typiquement que les sites de Écu Blanc maintenant, anciennement Lausanne et Genève, vont fermer à très court terme et que les seuls salariés romans qui pourront continuer à faire leur travail, c'est ceux qui seront ou celles qui seront d'accord d'aller le faire depuis Zurich. Et je le dis parce qu'au-delà disons de l'impact sur l'emploi, sur les salariés, ça a un impact direct sur la mission du service public. Vous avez ici dans le canton de Vaud, pour certaines et certains d'entre vous peut-être, vous êtes mobilisés pour défendre l'hôpital public aux côtés des salariés de l'hôpital public, parce qu'on comprend bien que si on baisse la subvention aux hôpitaux, on réduit les emplois, et ben c'est in fine la qualité des soins qui va diminuer. Mais là, on parlait d'une baisse dans le budget de l'État, je ne connais pas les chiffres, mais peut-être 2%. C'était ça les réductions de budget dans le canton de Vaud. Et là, on parle d'environ 50%, quoi. Donc, l'impact sera absolument massif sur l'emploi, mais aussi sur le service public globalement. Merci, Christian Dioka. Vous avez déjà assisté à une partie de transformation de la RTS. Quelle analyse faites-vous aujourd'hui de cette votation et de ses possibles conséquences ? Alors, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, merci de l'invitation, effectivement. Alors, ici, je vais peut-être témoigner, puisque j'ai travaillé à la radio suisse romande d'abord, depuis 1992, et j'ai pris ma retraite en avril 21, donc j'ai fait 30 ans de service public, et 20 ans comme producteur, animateur, présentateur d'émissions musicales notamment, sur Espace 2. Donc c'est aussi un regard
interne que je pose, et je suis d'ailleurs content que Jean Burgemeister nous rappelle dans quel état de sidération, dans quel état de démotivation se trouve aujourd'hui le personnel. Et j'ai voulu raconter dans Mortelle Audience, ce livre, On achève bien les médias de service public, un petit peu le déroulé de Espace 2, la chaîne culturelle que tout le monde trouvait trop élitaire, public de niche, mais qui était le véritable laboratoire de cette casse culturelle et sociale à laquelle on assiste maintenant. Je crois qu'il faut élargir le problème. Ces 200 francs, bien sûr, c'est l'enjeu immédiat du 8 mars. 335, c'est la redevance actuelle, mais ce n'est pas une question de chiffres. Il y a un rappel historique qu'il faut absolument, sur lequel il faut insister ce soir. Radio Lausanne a commencé le 14 octobre 1922, troisième poste d'Europe. Donc la Suisse a été pionnière en matière de services publics. A-t-elle adopté le modèle économique des États-Unis, actif en broadcast dès les années 20? Non. Elle a adopté très vite, par accord des directeurs des différents studios donc en Suisse, le modèle de la BBC, qui était le seul qui pouvait à la fois défendre la mission d'éducation, la mission de divertissement et la mission d'information sur laquelle on insiste beaucoup, et on a raison par rapport aux 200 francs, mais ce n'est pas le seul but du service public. Donc ça fait plus de 100 ans que la radio et la télévision, maintenant le multimédia depuis des années, illustrent, incarnent et défendent ce service public. C'est quoi un service public? C'est des buts idéaux. Moi, je veux bien qu'on nous dise qu'aujourd'hui, les opérateurs privés réclament une plus grande part dans la programmation. Alors, je leur pose la question à ces opérateurs privés qui n'attendent qu'une chose, c'est le démantèlement du service public à 200 francs, il n'y a plus de service public véritable qui subsistera après le 8 mars. Qui va diffuser les messes et cultes du dimanche matin? Qui va diffuser les émissions d'approfondissement, si elles existent encore? Qui va porter ces buts idéaux, et pas seulement le sport, extrêmement important pour une cohésion nationale? Qui va porter l'ensemble de ces intérêts que Madame Blanc vient de pointer par des anecdotes, encore qu'on pourrait discuter du micro-pénis de Hitler, c'est peut-être pas complètement étranger au délire masculiniste du nazisme, on pourrait peut-être discuter de ça, ce ne sera pas le cas de ce soir. Mais ce que j'aimerais dire aussi, c'est que les buts idéaux du service public en Suisse, depuis plus de 100 ans, et la SSR depuis 1931, ce sont des buts qui défendent des intérêts généraux. Alors on se rappelle de ça, c'est fondamental pour le débat qui va nous occuper. Et j'aimerais d'ailleurs vous signaler une chose, puisque j'ai la parole ici, vient de sortir le 29 janvier un siècle de radio-télévision, le service public audiovisuel en Suisse, du professeur François Vallotton, qui est un grand spécialiste de l'histoire de la SSR. Il publie ça dans une collection de poche, Le Savoir Suisse. C'est un ouvrage absolument remarquable. Remarquable pourquoi? Parce qu'il est à la fois critique par rapport à l'institution, comme je peux l'être de cas en cas, même si je suis un ardent opposant évidemment à cette initiative. Mais dans ce livre, on va se rendre compte d'une chose, je finirai mon intervention ici. Mesdames et messieurs, ça fait exactement 55 ans que l'UDC s'attaque à la SSR. 55 ans. Vous bégayez, Monsieur Métro, vous bégayez, Madame Blanc. 55 ans que vous vous adressez en démolissant le service public. Ce n'est donc pas nouveau. Le seul point, c'est que depuis le 4 mars 2018, et le rejet, comme l'a dit Jean Burgemeister, à 71,6% de l'initiative Nobila qui voulait simplement rayer de la carte le service public, le peuple et les cantons le plébiscitent, et depuis, une attaque massive parce que l'UDC ou les jeunes PLR ou les libertariens de l'époque 2018 n'ont jamais admis cette adhésion du peuple et des cantons à leur service public centenaire. Voilà ce qu'on peut dire en préambule. Monsieur Métro, je vous laisse réagir. Joli cours d'histoire, merci beaucoup. Si, il est allumé.
C'est moi qui parlais pas assez proche du micro. La preuve que je ne suis pas un professionnel de la télévision. C'est un joli cours d'histoire, merci beaucoup. En effet, ça fait 55 ans environ que l'UDC n'attaque pas la RTS, mais remet en question les problèmes, la SSR en général, remet en question les problèmes qui, visiblement, sont beaucoup trop gros pour être vus. En revenant un petit peu sur l'époque actuelle, le salaire d'un aide-soignant, aujourd'hui, c'est environ 53 000 francs. L'aide-soignant qui est une base de la société et qui est un métier dont tout le monde a besoin aujourd'hui. Le salaire d'un cadre de la RTS et de la SSR est de 388 605 francs que vous multipliez par 8, puisqu'il y a 8 membres du comité, et auquel vous ajoutez le salaire du directeur de 518 000 francs. Donc, loin de moi l'idée de dire que ces gens-là n'ont pas de responsabilité, qu'ils pourraient très bien se contenter de 6 000 francs par mois comme le fait tout le monde. Toutefois, je pense qu'il y a des limites à l'acceptable. Quand quelqu'un qui défend son service peut se payer largement de quoi vivre pour la fin de ses jours, avec une année ou deux de salaire, et qui vient dire à la classe moyenne il faut continuer à payer 335 francs par an par ménage, juste pour financer ces salaires, pour financer des émissions comme par exemple Tataki, qui nous désinforme de plus en plus chaque jour par le biais de TikTok et autres débilités de ce genre. Moi, je trouve quand même que le côté information est très très bas. Je suis un auditeur. J'écoute la radio, je regarde le téléjournal, je m'informe, comme le fait tout citoyen. Seulement, quand, pour m'informer, je vois que je dois payer déjà les abonnements d'Internet et de téléphonie, en plus de CERAF, en plus de la facture d'électricité, en plus de me payer mon caddie à la fin du mois pour pouvoir manger des pop-corn devant la RTS, on est sur un trop-plein. Pour la classe moyenne, on est sur un trop-plein. J'apprécie le geste du Conseil fédéral de vouloir diminuer cette redevance de 35 francs. 35 francs, vous achetez 2 bouteilles de vin et puis vous êtes content. Hein. L'UDC aujourd'hui veut diminuer ça de 135 francs. 135 francs. L'équivalent d'un caddie de course, en plus par année pour la classe moyenne, et veut également pour les PME, des petites entreprises, des petites et moyennes entreprises qui ne sont pas forcément demandantes de regarder les contenus de la SSR, de les exonérer de cet impôt qu'ils payent déjà par le biais de leurs employés, des directeurs d'entreprise et de toutes les personnes qui gravitent autour de l'entreprise. Donc pour moi, c'est clair et net. Cet impôt, il est à double. Ce qu'on paye aujourd'hui à la RTS et à la SSR en général est beaucoup trop. Et je pense que la RTS et la SSR devraient plutôt se recentrer sur le média d'information pour lequel il est payé. Je vous laisse réagir, peut-être vous vouliez réagir sur la question des salaires. Oui, quand même 2 mots, parce que là, ce qu'on vient d'entendre est absolument lunaire. J'entends, monsieur probablement ne connaît pas la réalité de terrain des salariés de la RTS ou de la SSR. Évidemment, c'est absolument ridicule de comparer
le salaire d'une part d'aides-soignantes et d'aides-soignants, qui d'ailleurs devrait être revalorisé probablement, j'attends les propositions de l'UDC dans ce sens-là, et d'autre part le salaire non pas d'un cadre de la SSR, mais de la direction générale de la SSR. Je ne sais pas d'ailleurs si les chiffres sont exacts, hein, moi je ne les ai pas vérifiés. Ils sont exacts dans le rapport. Mais 2024 on parle de la direction générale nationale, d'accord ? C'est pas un cadre. On compare ça, si vous voulez le comparer, vous devez le comparer avec la direction de l'hôpital du CHUV ou des HUG à Genève. En réalité, la situation des salariés à la RTS, parce que moi je travaille avec les salariés sur la RTS en particulier, elle est très loin du cliché de privilégié qui est véhiculé par une partie de la droite, comme on vient de l'entendre. C'est beaucoup de revenus modestes, beaucoup de temps partiel, souvent imposé. D'ailleurs, ces dernières années encore, beaucoup de salariés ont été obligés de réduire leur taux d'occupation, donc de réduire leur salaire. C'est des salaires qui n'ont pas augmenté depuis des années, qui pour beaucoup ont diminué en termes réels. Et puis, vous savez, on voit toujours les journalistes, mais c'est aussi beaucoup de métiers techniques, de maquilleuses, maquilleurs, etc. Et ces gens ne sont pas mieux payés qu'un infirmier ou une infirmière. Tout ça, c'est vraiment un fantasme, et je crois effectivement que c'est important de rappeler la longue histoire, parce que certains aujourd'hui prétendent que cette initiative, c'est pas contre le service public, c'est pas contre la SSR. Effectivement, ça vaut la peine d'avoir cette généalogie pour se rendre compte que c'est un combat de longue haleine pour démanteler le service public. Et que cette initiative, intitulée faussement 200 francs, ça suffit, elle est là pour contourner la claque qu'ont reçu les initiants de No Bilag, parce que c'est les mêmes organisations derrière, en 2018. Et si j'ai encore une petite minute, j'aimerais expliquer pourquoi en réalité les intérêts qui sont défendus ici, c'est précisément les intérêts des multimillionnaires et des milliardaires. Parce que c'est pas pour rien que la droite et l'extrême droite, non seulement en Suisse, mais à travers toute l'Europe et en Amérique du Nord, on le voit aussi, s'attaquent aussi frontalement et de manière aussi systématique au service public audiovisuel. C'est parce que le démantèlement de ce service public, ça ouvre la voie à un paysage médiatique qui est dominé par des chaînes qui appartiennent à une petite poignée de milliardaires. Vous voyez ? L'UDC, on sait bien pourquoi ils le veulent. Parce qu'en Suisse alémanique, vous avez le milliardaire Christophe Blocher qui joue un rôle central dans le paysage médiatique. Et vous voyez en France avec Bolloré qui achète de plus en plus de chaînes. Mais ces milliardaires, quand ils achètent des chaînes, c'est pas pour faire des affaires, c'est pour défendre leurs intérêts privés. Et moi, je crois que le service public, au contraire, doit défendre un bien commun, qui est l'information de qualité, indépendante, la promotion de la culture, du sport, etc. Et donc, il y a une contradiction manifeste là-dedans. Et en fait, on voit déjà une tendance en Suisse d'une concentration des médias. Vous savez peut-être pas, mais le quatrième groupe le plus influent médiatiquement, c'est Meta, le groupe qui appartient à Zuckerberg. Je finis avec ça parce que, en plus de ça, on est confronté à une information globalisée à l'ère numérique. Or, l'économie numérique est caractérisée par des gigantesques monopoles qui accumulent un pouvoir considérable et qui n'hésitent pas à utiliser de ce pouvoir-là pour faire valoir leurs intérêts, si besoin au prix de fake news, et si besoin en attisant la haine. Et c'est ça le mécanisme qui est à l'œuvre, et la SSR, c'est un contrepoids dont auquel chacune et chacun peut adresser des critiques, mais un contrepoids nécessaire à ce pouvoir accru des multimilliardaires contre l'intérêt de la majorité de la population. Je vous donne tout de suite la parole. Je voulais juste vous faire réagir sur cette question de pouvoir des médias et de démantèlement d'un service public qui amènerait en fait de la place pour, même dans un objectif de laisser de la place à des groupes privés. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Est-ce que l'idée c'est d'avoir un paysage médiatique qui ne ressemble pas à celui d'aujourd'hui, mais avec des personnes qui peuvent se payer des médias et avoir une influence sur l'opinion publique ?
Je crois déjà qu'il faut faire confiance au privé, aux médias privés. C'est pas parce qu'on a un média privé qu'on est forcément biaisé et puis qu'on va forcément faire une gestion de l'information telle qu'on peut la constater dans certains pays. Et je pense en particulier aux États-Unis. Je crois que chez nous, ça fait partie vraiment de notre valeur la plus profonde que l'on a, qu'avoir une information neutre et qualitative. Et je crois aussi qu'il faut faire confiance aux citoyens, qui est suffisamment responsable pour choisir le contenu qu'il souhaite consommer, et le citoyen suisse qui est suffisamment alerte pour avoir une réflexion critique face à de l'information ou face à du contenu qu'il consomme. Et je me porte en faux en disant que, je m'excuse, mais il y a aussi potentiellement un biais qui peut être constaté au sein de la SSR. C'est pas parce qu'on fait partie du service public qu'on est absolument neutre, ça reste des humains. Et c'est pas une critique là que j'aimais par rapport à la neutralité de la SSR, je dis juste que c'est pas la SSR qui est garante de la neutralité absolue de l'information fournie à l'ensemble de la population. Actuellement, on le voit dans le paysage médiatique, les médias privés font très très bien leur travail et ils sont aussi garants de la cohésion nationale. Puis j'aimerais juste revenir quand même sur deux éléments qui ont été dits et qui sont profondément faux. D'une part, le budget. On ne coupe pas par deux. On ne divise pas par deux le budget de la SSR avec cette initiative. On divise par deux les recettes issues de la redevance. Mais la SSR, elle peut conclure des partenariats. Elle peut augmenter ses recettes publicitaires. C'est d'ailleurs très clairement démontré que les médias privés arrivent à le faire. Je ne vois pas pourquoi la SSR échapperait à ce modèle de financement. Et puis, elle peut aussi décider de monétiser certains de ses contenus. Par exemple, tout ce qui est en rapport avec les films et les séries. Et puis de dire que l'information sera centralisée à Zurich, c'est profondément faux et c'est faire fi totalement du texte de l'initiative sur lequel la population va se prononcer. La population se prononce sur un texte d'initiative très clair qui souhaite ajouter des articles, des alinéas à la Constitution, dont un alinéa du nouvel article, le cas échéant, qui serait inscrit dans la Constitution, prévoit très clairement que le système de péréquation financière interne à la SSR qui existe actuellement et qui permet aux régions linguistiques minoritaires de recevoir une part de redevance supplémentaire à la répartition classique qu'on aurait par rapport au nombre d'habitants, et qui leur permettent de créer une information aussi adaptée à chaque région. Eh bien, le texte d'initiative prévoit très clairement cet ancrage dans la Constitution que le système de péréquation doit perdurer, en ce sens que toutes les régions linguistiques doivent recevoir une part de redevance suffisante pour leur permettre d'adapter l'actualité. Donc, si la SSR centraliserait tout à Zurich, eh bien, elle violerait la Constitution, et je suis convaincue que la SSR... si, ce serait inscrit dans la Constitution. Allez lire le texte de l'initiative, je vous assure que ce serait inscrit dans la Constitution que le système de péréquation financière interne à la SSR serait maintenu dans ses modalités actuelles. Donc, dès lors que l'on ne met pas en œuvre ce système de péréquation, eh bien, la SSR violerait la Constitution, et je suis convaincue qu'elle ne le ferait pas. Par ailleurs, et je finirai là-dessus, il y a aussi la concession qui détermine très clairement le cadre du mandat de la SSR et qui prévoit très clairement, à nouveau, que toutes les régions minoritaires doivent être prises en considération. Donc on a suffisamment de garde-fous qui sont mis tant d'une part dans la Constitution que dans la concession, qui permettent à la SSR d'adapter son activité à l'ensemble des régions et à toute la population. Alors je suis très content d'entendre Pauline Blanc qui déjà est en train de nous clarifier, paraît-il, avec ce texte et de se présenter un petit peu comme la future directrice générale de la SSR en nous disant que tout ira très bien avec un budget coupé à 850 millions. Malgré effectivement cette péréquation financière entre la Suisse alémanique qui paye la plus grande part, la Suisse romande 23%, la Suisse italienne 4%, et puis la Suisse romanche 0,5%. Avec 200 francs de redevance, c'est tout simplement impossible. Et ce que Jean Bourgermeister voulait signaler, c'est pas la clarté du texte de votre initiative et la mission dans la Constitution. Il faudra des lois d'application, il faudra des ordonnances, et il faudra surtout se demander comment, avec des recettes si drastiquement baissées, on pourra assurer cette péréquation et cette information neutre
Encore, on peut discuter de la neutralité de la chose, mais il est bien clair que c'est une casse informationnelle, sociale et culturelle. Moi, je crois, je suis assez au clair sur cette question-là. Je crois. 200 francs, ça suffit. C'est un crash test pour la démocratie. Rien de moins. Et d'ailleurs, Albert Rushdie, dans Infrarouge sur RTS hier soir, le débat autour de la votation dont nous parlons ce soir, l'a très bien dit. En introduisant une redevance à 300 francs dès 2029, il a tendu une main vers les initiants. Souvenez-vous que ce ministre de tutelle, Albert Rushdie, était membre du comité de l'initiative de 100 francs. Maintenant, au Conseil fédéral, il semble faire une espèce d'équilibre. Mais à 300 francs, mesdames et messieurs, en 29, avec l'augmentation des coûts de production, on est en pleine numérisation, imaginez les coûts, et bien évidemment, ce sera un exercice pas absolument périlleux, mais impossible à réaliser, malgré la clarté du texte. Et puis j'aimerais rappeler une chose, c'est qu'à la SSR, le contrat de travail, c'est un contrat de droit privé. Il n'y a pas de fonctionnaire à la SSR. Depuis l'origine, il n'y a jamais eu de fonctionnaire. Ce n'est pas un média ou des médias étatiques, absolument pas, comme on l'entend beaucoup trop. À la SSR, depuis plus de 20 ans, il y a un salaire au mérite. Et je peux vous en parler directement, parce que de 2001, où j'étais engagé comme producteur, à 2021, je n'ai jamais atteint mon salaire de référence. Pourquoi ? Parce que le salaire au mérite, avec l'ensemble des baisses, avec des obligations, la particularité du salaire, un salaire au mérite, vous aviez des entretiens chaque année. Donc, démontons un peu cette croyance des salaires. Et puis, M. Métro nous disait effectivement que les salaires des cadres de la SSR sont très élevés. Mais ils sont beaucoup moins élevés, mais je ne vais pas les défendre, que ceux de la Poste, ou que ceux de Swisscom, ou autres. Et pourquoi sont-ils élevés ? En comparaison internationale. C'est ce Gilles Marchand qui me l'avait dit. Donc ça, il faut s'y voir un petit peu. Et ça permet d'ouvrir notre débat aussi à l'international par rapport à cet apport du privé. Mais ça fait 40 ans, Madame Blanc, que la SSR collabore avec les privés, a des partenariats avec les privés. C'est même organique à la SSR. Et puis, sur les 6000 emplois actuellement à la SSR qui vont être cassés, 900 emplois qui vont être supprimés d'ici 2029, il y a en tout cas 3000 emplois qui dépendent de partenaires privés et eux aussi vont casquer. Donc en fait, en voulant défendre le privé, vous êtes en train de casser les emplois qui sont liés à la SSR. Et ça, vous n'en parlez jamais. On va revenir là-dessus. Je laisse la parole à Sarah Neumann. J'aimerais revenir sur cette question des médias privés. Voilà, Madame Blond dit, mais en fait, on peut se satisfaire d'un système aussi où les médias privés ont plus de place, qui ne sont pas biaisés. Enfin, finalement, comment se différencie le média de service public et à quoi il sert, en fait, selon vous ? Oui, merci. Effectivement, on a passé par beaucoup de choses. Sur cet enjeu des médias privés, bon, alors, Madame Blanc, on se connaît bien, on siège ensemble au Conseil communal, elle a une confiance invétérée dans le privé pour ce qui est des missions à but idéal et sur le service public, c'est également un débat qu'on a souvent sur les enjeux de la culture sur lesquels je reviendrai. Mais actuellement, il se trouve que les médias privés sont également défavorables à l'initiative sur laquelle nous votons le 8 mars. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a un travail d'émulation qui se fait entre les différents médias. Et puis, une enquête approfondie qu'aura pu faire la SSR sur un sujet ou un autre, en fait, cette enquête, elle va nourrir aussi le travail journalistique des médias privés qui vont pouvoir poursuivre certains points, aborder d'autres angles et compléter la réflexion. Alors, notre collègue de l'UDC déteste Tataki. Bon, c'est votre droit, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est un support de médias rapide, pensé pour les médias sociaux, avec effectivement souvent des supports, on dirait du teasing, enfin une façon un peu d'attirer le chaland qui se balade sur les médias sociaux vers une information. Moi, je comprends tout à fait que ça soit un format qui ne vous convienne pas, mais ce format, il est rendu possible
par des investigations longues qui ont été menées à un moment donné par des reporters. Et puis, ce qui est cher dans notre société, c'est le temps qu'on consacre aux choses, c'est le temps qu'on consacre à explorer une question. Et puis, ce qui est vraiment important pour moi dans le service public, c'est aussi que la pression financière s'exprimant autrement, elle s'exprime, ça a bien été dit, mais elle s'exprime autrement. Ça permet aussi d'aborder certains sujets avec une réflexion plus lente et puis une immédiateté du clic ou de l'attention qu'on peut parfois éviter. Et puis j'aimerais revenir sur une chose assez concrète. Le traitement du drame de Crans-Montana en début d'année aurait été vraiment extrêmement violent et scandaleux s'il n'y avait pas eu la SSR à un moment donné, dans la nuit du 1er janvier, pour se rendre sur place et donner la parole à quelques adolescents avec une grande sensibilité, qui ont eu un propos, qui ont permis de réconcilier le pays, d'unifier le pays dans ses valeurs et dans ses sentiments et dans ses émotions. Et si on s'était contenté du traitement de l'information par les médias privés, qui étaient là, racoleurs, à chercher le drame, le scandale, avec un traitement vraiment de l'image qui a été parfois extrêmement violent, je pense qu'on aurait traversé collectivement, et on n'a pas fini de le traverser malheureusement, ce drame autrement. Je pense que c'est vraiment important d'avoir aussi une sensibilité locale dans la façon dont on aborde les sujets, dans la façon dont ils nous touchent, et je crois que c'est ça aussi que nous permet le service public. Les médias privés sont complémentaires, les médias privés sont nécessaires, une diversité de vues est nécessaire, mais voilà, pour moi c'est vraiment très important d'avoir ça. Et puis après j'aimerais aussi rappeler un autre but, une autre mission, parce que là je suis là comme présidente du Parti Socialiste lausannois, conseillère communale lausannoise, etc. Mais je suis aussi secrétaire générale de la Manufacture, la Haute École des Arts de la Seine, et à ce titre-là j'ai une sensibilité toute particulière pour les enjeux culturels et de politique culturelle. Alors Madame Blanc nous dit qu'on pourrait faire payer le téléspectateur pour accéder à certaines séries ou à certains films. Enfin, un instant, vous savez ce que ça coûte de produire un film ou de produire une série dans un pays où il y a 1,5 million d'habitants qui parlent la langue d'ici. C'est impossible sans la coproduction entre les partenaires privés, les partenaires publics, et on se crée une culture commune grâce à ces coproductions. Et je pense que c'est vraiment très important qu'on travaille sur notre culture commune, sur des histoires qui parlent de nous. Et Ursula Meyer, et Jean-Stéphane Bron, et Nicolas Vadimov, tous ces films, toutes ces histoires qui parlent de nous, pour nous, par nous, elles n'existeraient pas sans le service public. Voilà quelques éléments sur cette nécessité-là. On va revenir sur la question de la culture. Pauline Blanc, moi j'aimerais aussi vous entendre sur ce travail journalistique de qualité qui nourrit aussi d'autres médias. Selon vous, il y a justement cette question des médias privés qui ont aussi exprimé leur soutien à une redevance à 300 francs. Selon vous, qu'est-ce qu'on fait en fait de comment on fonctionne sans cette base journalistique d'information, enfin des ressources que d'autres n'ont pas en fait pour avoir de l'information de qualité? Déjà, cette campagne nous a permis de constater, si on n'avait pas encore constaté cela auparavant, que la SSR se croit absolument indispensable, se croit garante de la cohésion nationale, se croit garante de la démocratie dans laquelle nous vivons. C'est un vecteur, c'est important, mais ce n'est pas la garante de nos valeurs fondamentales. La Suisse a existé avant la SSR. Donc, quand on nous dit que sans la SSR, on perd la cohésion nationale, déjà, c'est être totalement à l'opposé de notre initiative, parce qu'on ne parle pas de démantèlement de la SSR ni de sa mort, mais c'est aussi penser qu'elle est indispensable, et c'est faire totalement fi de la réalité de notre pays et de son histoire. Sur le drame de Crans-Montana ou sur, de manière plus générale, le traitement de l'information. La SSR pourra continuer à faire cela, et c'est même son rôle premier. À nouveau, il faut peut-être se distancier un peu de ces arguments de la peur, qui sont pour la plupart infondés, et regardez ce que la SSR fait actuellement, puis avec quels moyens. Actualité, information, le budget total, comprenant la production, les coûts d'infrastructure, vraiment comprenant tous les coûts, c'est 609 millions.
avec une redevance à 200 francs, on arrive à 650 millions de recettes de redevance, plus minimum 200 millions à titre de recettes publicitaires, plus tout le reste, parce que moi je suis convaincue qu'on pourrait même augmenter les recettes publicitaires. Donc on voit qu'on arrive avec 200 francs à couvrir le budget actualité information, le budget culture, voire même le budget sport. Et tout cela en prenant aussi en compte le fait que la SSR doit quand même un petit peu faire des économies parce qu'actuellement elle est assise sur un fauteuil doré, elle n'a absolument aucune remise en question à faire. Aucune. Mais je m'excuse, on est dans un débat, donc permettez-moi quand même d'exprimer ma position. Vous pourrez sûrement y réagir après, mais je m'exprime bien volontiers, monsieur. La SSR actuellement, elle est assise sur un fauteuil doré. Elle a 1,25 milliard de francs par année qui tombent forcément, non pas du ciel, mais de la poche du citoyen. Donc elle n'a aucune réflexion entrepreneuriale à avoir. Et ça, on l'a aussi constaté quand le directeur de la RTS, il y a quelques semaines, a dit qu'avec ce pseudo-compte projet, parce qu'on appelle ça compte projet, mais finalement, c'en est pas tant, mais du Conseil fédéral, qu'ils allaient optimiser les processus internes, les harmoniser, éviter de faire 4 fois ce qu'on peut faire en une fois. Ça démontre bien que la SSR ne se pose jamais vraiment de réflexion de fond, n'essaye pas d'optimiser et d'être davantage efficient, sauf si on agit sur le montant de la redevance. Et puis, par rapport aux médias privés, à nouveau, en réalité, la SSR doit être complémentaire aux médias privés. C'est ça le service public, c'est de faire ce que les médias privés ne peuvent pas faire. Et la commission de la concurrence le dit d'ailleurs très clairement dans ses rapports. Ça doit être une complémentarité à avoir. Puis sur le fait que les médias privés sont farouchement opposés à l'initiative, j'aimerais bien que vous me citiez les prises de position officielles des médias privés, parce que quand on dit que tous les médias, ou l'immense majorité des médias privés sont opposés, moi je n'en ai pas entendu beaucoup prendre une position officielle très claire. C'est un peu les informations qui tournent au sein de la SSR, c'est les informations données officiellement par Pascal Critin, qui est le directeur de la RTS et qui fait campagne... en tout cas qui prend position dans le cadre de cette initiative, mais moi j'ai pas entendu beaucoup de médias privés dire officiellement qu'ils étaient opposés, parce qu'en réalité ça leur permettrait de gagner en part de marché et par conséquent de gagner encore plus. On voit par exemple avec le sport, un diffuseur privé a acquis les droits de diffusion des matchs de hockey et a dit très clairement qu'en acquérant ces droits, ils ont pu augmenter leur nombre d'auditeurs et par conséquent les recettes publicitaires. Donc en réalité, on voit que ça fonctionne assez bien, cette complémentarité entre les médias privés et la SSR. Mais ce qui est important de dire, et je finirai là-dessus, c'est que notre initiative, c'est pas une initiative anti-service public, c'est pas une initiative qui va sonner la fin du service public ou la mort de la SSR, c'est une initiative qui vise à définir un montant de redevance qui permet à la SSR de remplir son mandat de service public, mais pas au-delà. Voilà, c'est ce que c'est le but de notre initiative. Jean-Marie Mercier, je vous laisse réagir sur cette question de est-ce que la RTS a un peu péché par arrogance, avec des moyens qui sont plus élevés que effectivement ceux des médias privés, et on paye le prix aujourd'hui. Mais en fait, il y a quelque chose de faux dans ce qui est dit quand on dit que la SSR est assise sur une mine d'or et n'aura pas besoin de se remettre en question, parce qu'en fait, la redevance n'a cessé de diminuer depuis des décennies, hein, et elle va encore diminuer en 2027, elle va encore diminuer en 2029, et au total, c'est des centaines de millions de coupes budgétaires à laquelle la SSR a fait face. C'est ça la réalité. Aujourd'hui, on a un laps de temps extraordinairement court. Dans le meilleur des scénarios, la SSR doit se priver de 17% de son budget. Alors, on ne peut pas nous dire elle n'a pas besoin de faire des choix entrepreneuriaux. Je veux dire, c'est exactement l'inverse de la réalité. Et n'importe quel salarié aujourd'hui en est témoin. Parce que celle qui était journaliste doit aussi maintenant se filmer elle-même, prendre le son, quand elle ne doit pas également faire la réalisation ou la production de son sujet. Donc, j'aimerais insister là-dessus parce que
Madame Blanc a aussi dit les journalistes ou la RTS n'est pas garante de la neutralité. C'est vrai, elle a raison de dire c'est des êtres humains. Mais on ne parle pas de la neutralité, on parle de l'information indépendante. C'est quelque chose de différent. C'est quelque chose de différent parce qu'effectivement, ça veut dire qu'il y a un financement qui ne dépend pas du bon vouloir d'une très grosse fortune ou d'une grosse entreprise. Et donc, ça permet, on parle du champ des possibles, ça permet une impartialité dans le traitement de l'information à condition qu'il y ait les moyens. Pourquoi à condition qu'il y ait les moyens ? Parce que le journalisme d'investigation, ça coûte cher, et ça coûte même de plus en plus cher. Vous savez, quand vous devez dénoncer les dérives d'un milliardaire ou d'une grosse entreprise, vous avez intérêt à vérifier votre information. Tous les mots que vous dites, vous avez intérêt à les peser pas une fois, 2 fois, 3 fois, mais plutôt 5 ou 10 fois. Parce que vous êtes sûr que quand vous avez affaire à quelqu'un qui a des moyens, vous allez aller devant les tribunaux. Et c'est des procédures qui vont durer des années et des années. Donc il faut se bétonner. Et ça, c'est un travail qui se complexifie avec le temps. Et quand on n'a plus le temps, quand on n'a plus les moyens, quand on doit faire tout autant, mais avec moins de temps, moins d'argent, typiquement, ce travail de révision, on doit y renoncer. Et ça veut dire qu'il y a des informations qu'on ne sort pas. C'est ça le coût de l'information. Et c'est pour ça que je parle du bien commun qu'est l'information indépendante, de qualité. Et la SSR n'est pas d'ailleurs la seule à faire de l'information indépendante. Le Courrier qui nous invite aujourd'hui est un journal indépendant, privé, mais enfin, il est bien placé pour savoir que c'est difficile de faire vivre l'information indépendante au quotidien en Suisse. Et on a quand même un engagement marqué au Courrier qui je suis d'accord, mais je crois que c'est important de prendre d'autres exemples parce qu'en fait, on a affaire à tout un secteur qui, pour beaucoup, est sinistré. Pour beaucoup de médias connaissent une période très difficile. Il n'y a pas de médias indépendants à l'échelle nationale en dehors de la SSR, ça il faut le dire. Et il n'y en a aucun qui va naître par miracle au lendemain du 8 mars si jamais l'initiative était adoptée. Ça serait la fin d'un média, du plus grand média indépendant de Suisse. Tout simplement. Et je le dis aussi, j'ai encore 1 minute ou bien je dois m'arrêter là ? Si on a... C'est mieux que je m'arrête ? Ouais. Alors je m'arrête. Je veux réagir sur cette question de... Je donne la parole à monsieur et je vous donnerai la parole. Sur cette question de qualité, en fait, on a besoin de... Monsieur dit, les journalistes ont besoin de ressources pour faire une information de qualité et garantir une information indépendante à laquelle vous tenez aussi, d'après ce que j'ai compris, impartiale. Enfin, comment est-ce que vous voyez comment est-ce qu'on fait avec 2 fois moins de moyens ? Est-ce que vous ne craignez pas, vous, un effet sur la qualité ? Alors, évidemment, quand on parle de la qualité, on se dit, si on enlève toutes ces subventions, tout cet argent, si on écoute nos chers collègues de gauche, les bâtiments de la RTS vont s'effondrer, les caméras vont exploser, et ce sera la fin du service public. On travaille sur la peur. Évidemment, la qualité, si on les écoute, s'en ressentira. À l'heure actuelle, une émission d'information, comme le téléjournal par exemple, ne demande pas autant de moyens que le reste des émissions qui passent dans la journée à la RTS. Je pense que c'est avant tout, avant la fermeture de la SSR et la destruction de la démocratie suisse, c'est avant tout une grosse restructuration. Aujourd'hui, une grande partie du peuple suisse n'a pas envie de payer pour des informations qu'il n'a pas envie de regarder ou pour des émissions qu'il n'a pas envie de regarder. Il y en a qui aiment le foot, tant mieux pour eux. Il y en a qui n'aiment pas le foot, qui, en l'occurrence, comme moi, je regarde un peu moins le foot. Je regarde seulement quand c'est la Suisse qui joue, parce que voilà, je suis un bon patriote. Mais je suis très ravi de payer un petit peu plus pour regarder le hockey sur une chaîne indépendante. Et ça ne me dérange pas du tout. Donc, en l'occurrence, le jour où la RTS fera son boulot et le strict nécessaire dans son boulot, là, je serai content de payer si on arrive à me dire que 330 francs, 335 francs ou 300 francs, c'est amplement suffisant, ou alors si c'est quand même limite pour distribuer cette information-là.
on le voit, la SSR, alors oui, on produit des films, etc., mais est-ce qu'on a besoin en Suisse réellement de se prendre pour des petits réalisateurs d'Hollywood quand on voit qu'on peut faire des collaborations avec d'autres pays pour créer des films? On n'est pas dépendant uniquement de la SSR. J'entends... On parlait de la culture aujourd'hui. Une chaîne privée basée sur la culture, on voit Arte. Pourquoi est-ce qu'on dit que la SSR serait prédominante là, alors que Arte pourrait très bien faire venir le boulot culturel de la SSR aujourd'hui en Suisse? Et vous êtes patriote? Mais je suis patriote, monsieur. Je suis patriote, monsieur, pour les Suisses et les Suissesses qui payent aujourd'hui leurs redevances et qui payent mais énormément trop de redevances. Mais vous êtes en train de faire entrer les grands groupes internationaux qui vont s'emparer à la suite de ce démantèlement de toutes les offres. Mais ça ne sera pas un démantèlement, monsieur. C'est ça que vous n'avez pas compris. On ne va pas démanteler la RTS. On observe aussi le modèle économique. Et ce que vous avez dit, il est tout à fait intéressant. Vous avez complètement infusé la logique de la demande. Vous ne voulez payer que pour ce que vous voulez voir. Mais évidemment. Le service public, c'est aussi une logique de l'offre. À savoir, et ça j'y tiens énormément, le service public, par l'ensemble de l'éventail de ses offres, vous permet tout simplement... Oui. Ah, il est pas... Voilà, je parlais assez fort. Merci. Permet tout simplement d'avoir le plaisir d'une découverte. Claude Torasata, qui fut pendant des années, vous le savez, directeur de l'information, mais qui a fait aussi à l'international rayonner dans Présent, après Continent sans visa, Claude Torasata disait « La vertu du service public, par le broadcast et les ondes, c'est d'offrir aux téléspectateurs et aux auditeurs ce qu'ils n'attendent pas. C'est aussi ça, le service et l'intérêt général du service public. Là, on est dans une logique purement commerciale. Et quand on aura effectivement accepté, malheureusement, que cette redevance baisse de plus en plus, eh bien, on sera dans la totale logique de la demande à cocher les cases et les émissions qui nous intéressent, et ce ne sera plus que l'entre-soi. Merci pour la cohésion nationale. Merci pour nos amis romanches, tessinois et alémaniques. Mais je pense que vous mélangez un peu le tout, monsieur. Quand Arte, par exemple, je le reprends en exemple, fait des émissions en allemand et en français, pour les Allemands, pour les Français, et aujourd'hui fait aussi des émissions en italien, pour les Italiens. On précise peut-être juste que Arte a des financements publics. Mais on peut leur demander de venir ici, Allemands et Français, oui, mais évidemment. Et puis alors, excusez. J'entends une chaîne, qu'elle soit privée ou pas, moi je pense que Pauline avait raison tout à l'heure, de dire qu'il faut arrêter de penser que les médias privés sont le diable absolu. Mais vous le pensez fort, et ça s'entend dans toute la salle. Non mais, monsieur Métro, moi j'en appelle à votre patriotisme, la condescendance avec laquelle vous qualifiez les artistes de votre pays, dont vous êtes si patriote, en parlant de petits réalisateurs à la Hollywood, est vraiment frappante. Moi j'aimerais rappeler que la RTS, je parle de la RTS parce que moi je suis romande, quoi, jusqu'à l'os, mais elle nous donne aussi l'accès à des sujets, des informations qui sont peut-être plus de niche que le hockey ou le football, notamment la version féminine de ces sports-là, qui pour le moment n'a pas encore trouvé un public qui permet d'avoir des recettes publicitaires à la hauteur de ce qu'on peut avoir lorsqu'on a des recettes publicitaires, disons, pour le même sport exercé par des hommes, pour des raisons historiques sur lesquelles je ne reviendrai pas, et également d'autres sujets de niche scientifiques qui demandent un peu de temps, un peu de recherche pour être explorés, et là-dessus, on ne trouve pas immédiatement
immédiatement les recettes publicitaires qu'on trouve pour le Super Bowl. Et on peut le regretter, mais c'est comme ça. Et voilà, moi, je paye pour beaucoup de choses dont je n'ai pas usage. Pendant des années, j'ai payé des APEMS et des crèches dans ce pays, alors que je n'avais pas d'enfants et aucune idée si un jour j'en aurais eu. Bon, finalement oui, alors maintenant j'ai de l'intérêt. Mais disons, je paye pour des infrastructures routières dans des régions dans lesquelles je n'irai jamais. Je paye pour l'armée dont je me contrefous. Mais voilà, ça s'appelle la cohésion nationale, ça s'appelle ensemble, financer des projets pour le bien commun, qu'on les consomme à titre individuel ou pas. Et c'est à ce titre-là que je paye pour plein d'émissions que je ne regarderai jamais avec le sourire. Et moi, j'adore la façon dont vous, madame, vous foutez en fait de la classe moyenne qui tire la langue tous les ans, qui tire la langue à chaque fois qu'elle voit sa facture SERAF arriver en début d'année. On a vu qu'il y a deux visions vraiment qui s'affrontent sur la mission du service public et le rôle que doit avoir la RTS et les médias privés, la possibilité de choisir ces médias. J'ai aussi envie en fait de vous entendre, vous, le public, parce qu'on a déjà bien avancé dans l'heure. Et vous avez donc l'occasion de vous exprimer encore pour répondre aux questions de la salle. Bonjour. Je suis Frédéric Pfiffer, je travaille à la RTS. Je m'occupe des documentaires à la RTS, à la programmation de télévision, notamment d'histoire et de géopolitique. Monsieur, vous avez pris tout à l'heure l'exemple d'Arte, je trouve que c'est intéressant. Parce que par exemple, moi, les films que je programme, pour certains, je les coproduis avec Arte. Parce qu'Arte, en fait, l'industrie du documentaire est extrêmement puissante en France, malgré toutes les menaces qu'il y a aujourd'hui, également sur le service public de France Télévisions, à cause de l'extrême droite, en fait, qui veut vendre France Télé si elle passe en 2027. Je vous donne un exemple. Dans un documentaire de 52 minutes, quand je le coproduis avec Arte, je vais payer 5200 francs. Arte va payer 300 000 euros. Donc si aujourd'hui vous regardez des films à la RTS, c'est déjà en partie grâce à la collaboration qu'on peut avoir entre des chaînes publiques. Des fois, ça peut être les chaînes allemandes, ça peut être des chaînes de la BBC, par exemple, des chaînes belges avec qui on travaille aussi beaucoup. Et c'est en fait cet accord entre les chaînes publiques qui permettent aujourd'hui d'avoir des documentaires de qualité que nous, on programme. Alors, on finance via l'OFC également des films qui sont faits par des réalisateurs suisses. Et ça, on ne les trouvera pas sur Arte en principe, sauf quelques-uns parfois. Et ça fait vraiment partie de notre travail, de travailler avec les réalisateurs d'ici, de rencontrer les équipes et surtout de faire travailler les boîtes de production. Parce que lorsqu'on commande un film et qu'on finance un film d'un réalisateur suisse, il travaille d'abord avec une boîte de production suisse, avec des monteurs privés en fait, qui travaillent pour ces boîtes de production, avec des scénaristes, avec des preneurs de son. Si nous, on n'a plus de commandes pour ces gens-là, ils ferment leur boîte, c'est net. Donc en fait, l'impact qu'il peut y avoir lorsqu'on réduit les budgets de la SSR, c'est un impact direct pour un emploi qui va qui va être perdu à la SSR, c'est un emploi que vous biffez dans le service privé. Et ça, c'est clair et net. Voilà, merci en tout cas pour votre intervention. Merci pour votre intervention. On prend peut-être encore une question, puis après, si vous voulez réagir à ça, vous pourrez aussi. Bonsoir. Merci de toutes vos interventions. Et, il y a une chose qui me bouillonne dans la tête. D'un côté, on met en avant l'aspect simplement financier. D'un autre côté, on met, disons, les aspects de ce service. Pour moi, derrière, c'est deux visions idéologiques qui sont l'une face à l'autre. Ça, clair et net. Et les gens qui prennent le 200, ça suffit, vous avez une vision qui va dans votre vision politique, dans votre vision idéologique. Évidemment, de l'autre côté, la réponse est semblable. Et il y a deux choses qui m'ont perturbé. Par exemple, je veux payer pour ce que je veux voir. Donc, j'ai plus d'enfants. Pourquoi je dois payer une allocation familiale si j'ai pas d'enfants? C'est pourquoi mon entreprise, moi comme entrepreneur, si dans mon entreprise il n'y a que des hommes qui n'ont pas d'enfants, pourquoi on doit payer une allocation familiale? C'est le même principe. C'est le même principe de partager
quelque chose qui nous donne une cohésion des pays. Et d'un autre côté, dans cette vision de politique idéologique de l'autre, je me pose la question, qu'est-ce que je veux voir à la télé? Qu'est-ce qui me dérange de cette télé-là? Et je voudrais vous écouter. Si 2027, on dit, qu'est-ce que je vois comme télévision nationale? Qu'est-ce que je veux voir là? Qu'est-ce que je ne veux pas voir? Parce que ce que j'entends derrière, dans vos arguments, parce que déjà, avec l'argument que le pouvoir d'achat, etc., mais si je dois payer en plus tous les services, mais si je veux voir le football, je dois payer à part, si je dois voir le match d'un autre sport, je dois payer séparément tous ces services-là, et ça coûte moment. Simplement, si on veut voir ça, on peut payer Canal+, etc. Si on veut voir un film, il faut payer en plus. C'est-à-dire, à la fin, les 200 balles qu'on paye pour le service, ça va être 400 au plus. Si je veux avoir un service. Ou sinon, je dois payer qui c'est déjà le cas pour beaucoup de gens, payer Disney, payer Netflix, payer tout ce qui va après. Le fait que je paye une connexion, ça n'a rien à voir. Je dois la payer de toute façon pour avoir accès à Internet et autre chose. Ça n'a rien à voir. Mais je voudrais vous écouter. Quelle est la télé ou le service public de radiodiffusion que les panélistes veulent que ces pays continuent à avoir? Quels sont les programmes, par exemple? Est-ce que j'aurai une chaîne, la RTS, comme CN News, ou comme Télé 24 d'Espagne, ou de l'autre côté, est-ce que je veux avoir une télé comme TF1 basée seulement sur un type de produit, ou comme TV8 de Bolloré ou autre? Quel est ce service public que vous nous proposez? Pauline Blanc. Merci beaucoup pour votre question qui me permet de revenir sur certains arguments de la peur utilisés par les opposants. Certains arguments de la peur utilisés par les opposants à cette initiative avec lesquels on a l'occasion de débattre. Je ne dis pas vous personnellement, hein, je dis dans le cadre de cette campagne. 200 francs, mais ça c'est quand même très très important d'avoir en tête, 200 francs ça permet de financer le service public. On ne part pas de no bilag, on n'est pas du tout dans le même paradigme qu'on était il y a près de 10 ans, puisque le service public aura toujours une source de financement. Ensuite, je termine. Ensuite, finalement, la population va déterminer le montant de la redevance et le mandat et le cadre sera défini avec les moyens que la population aura accordés à la SSR. Si on regarde les chiffres actuellement, on voit qu'il y a un calibrage qui est tout à fait possible. Ma définition du service public, le cœur de la définition, je l'ai dit, c'est une information neutre, correcte, qualitative, fournie à l'ensemble de la population. Je ne dis pas que c'est la définition globale, je dis que c'est le cœur de la définition. Et ça va être la mission première et principale de la SSR qui doit être préservée. Et ensuite, charge à la SSR et au Conseil fédéral de discuter entre eux, de savoir ce qu'est service public par rapport aussi à la volonté de la population. Je pense que l'immense majorité des activités actuellement de la SSR font partie de la définition du service public. Par contre, pour moi, faire 24% de diffusion, de temps de diffusion d'RTS 1 de films et de séries, ce n'est pas du service public. Pour moi, ça remplit pas la définition. Et puis, en réalité, déjà aujourd'hui, l'immense majorité de la population a d'autres abonnements pour vraiment avoir l'offre calibrée à ce qu'elle souhaite, c'est-à-dire chaque citoyen est libre de consommer ce qu'il souhaite et respectivement de financer ce qu'il souhaite consommer. Puis ça, c'est quand même très important d'avoir, de maintenir cette liberté pour chaque citoyen de choisir finalement. Et donc on voit que c'est quand même déjà le cas actuellement, mais en réalité, ce débat-là, c'est pas anti ou pro service public, c'est de savoir quel est le montant adéquat pour remplir la mission de service public. C'est ça, et c'est pour ça qu'on parle de chiffres. Parce qu'on n'est pas en train de parler du fond du service public et de son existence ou de sa nécessité dans notre pays, mais de quel montant est nécessaire pour remplir cette mission. Et nous, on est d'avis,
en particulier à l'appui des chiffres du rapport de gestion de la SSR, que 200 francs c'est suffisant. Sarah Neumann, rapidement, et après j'aimerais prendre une dernière question. Je crois qu'il y avait une main qui se levait tout à l'heure, et puis après ça se fera après de manière plus informelle parce que le temps avance. Donc rapidement, et puis après alors très rapidement, moi j'adore. Alors on coupe et puis charge au Conseil fédéral et à la SSR de trouver comment ils vont assumer la même mission qu'avant avec beaucoup moins de redevances. Non mais pardon, mais c'est parce que c'est de sa compétence. Si personne d'autre n'est compétent pour faire cela. Oui, là on est dans des querelles de jurisme. Enfin, disons, on coupe la moitié et charge à vous. De fédéralisme, quand même, qui a une valeur profonde de notre pays. Donc, tout à fait. Mais voilà, peut-être juste pour revenir, c'est quand vous dites, Madame Blanc, que les gens ont d'autres moyens et d'autres ressources pour se divertir ou bien se renseigner. Oui, il y a Internet, le fameux Internet. D'ailleurs, monsieur l'évoquait, il a besoin d'un réseau de toute façon pour aller sur Internet. Mais sur Internet, ils trouvent quoi, monsieur et moi et vous tous? On trouve de l'information qui vient d'où? Qui vient du travail journalistique en profondeur et effectué par les médias et notamment par le service public. Donc en fait, la gratuité de l'information sur Internet, elle est payée par ailleurs par la redevance. Puis je crois qu'il faut jamais l'oublier. Puis j'aimerais remercier notre intervenant qui fait du documentaire pour rappeler l'importance de la collaboration transfrontalière, de l'ouverture à l'Europe pour des collaborations qui nous permet souvent à nous, les Suisses, de nous en sortir plutôt bien et en effet dans les coproductions par rapport aux moyens qu'on y investit. Très rapidement, je reviens à François Vallotton et son livre que je vous invite vivement à lire. François Vallotton, qui a un regard critique sur la SSR, comme je peux l'avoir dans Mortelle Audience. À la fin de son livre, il nous dit qu'il faut réenchanter le service public. Je crois beaucoup à ce terme. Pourquoi ? Parce qu'il faut redéployer le service public, pas en réduire le périmètre. Le service public, les médias de service public, ce n'est pas que l'information neutre, équilibrée, avec l'ensemble des compétences des professionnels. Il y a une mission culturelle, une mission de divertissement de qualité, et il y a une mission éducative, notamment auprès des jeunes. Il y a aussi une autre mission, je termine là-dessus, c'est de former les professionnels. Et ça, c'est très très important au sein de la RTS, puisqu'on parle en Suisse romande. On forme au cœur de la RTS les métiers de demain. Et ça, c'est absolument fondamental. Seul le service public peut véritablement, dans la durée, assurer cette mission culturelle, informative, divertissement. Et ça, il faut l'avoir en tête avant de voter le 8 mars. Et on remercie aussi les communes et autres entreprises qui également forment les métiers de demain et qui sont aussi en charge de déployer l'étendard culturel à l'instar de la SSR qui est apparemment prépondérante dans tout le pays et sans elle, le pays s'effondre. Une dernière question. Il y avait une main devant qui se levait tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. Il y a un micro. Juste prenez le micro pour les personnes en ligne. Pardon. Je voulais juste faire une petite remarque. Je trouve que l'argument financier est quand même un petit peu ridicule parce qu'il a déjà été dit, je le répète, mais dire que le citoyen tire la langue pour payer 100 francs de plus par année, c'est quand même un peu exagéré. Mais j'ai une question aussi, parce que vous dites donc d'enlever 100 francs aux 300 francs de redevance, ça diminuerait de la moitié le budget de la RTS. Et vous avez expliqué comment vous calculez ça ou bien je vous explique si vous voulez. En fait, c'est parce que la redevance ne finance pas que la SSR déjà. Elle finance aussi les médias privés. Peu de gens, il n'y a pas tout le monde qui le sait. Et l'initiative prévoit... Médias audiovisuels donc. Oui. Merci pour la précision qui est importante. Prévoit de baisser la redevance à 200 francs, mais sans toucher la part qui revient aux médias privés. Donc, et par ailleurs, là on parle de la redevance des ménages, mais l'initiative prévoit aussi d'exempter totalement les entreprises. Donc en fait, le manque à gagner est bien supérieur, et c'est là qu'on voit que le souci, c'est pas le pouvoir d'achat
des ménages, parce qu'en fait, au contraire, ils porteront d'autant plus le financement de la SSR si cette initiative était adoptée. Et je précise par ailleurs, très rapidement parce qu'on doit s'arrêter, qu'avec la modification de la redevance imposée par le Conseil fédéral, à partir de l'année prochaine, c'est seulement les 20% des plus grosses entreprises du pays qui payeront la redevance. Et c'est ces 20% des plus grosses entreprises que la droite veut exempter. Donc ça vous dit quelque chose aussi de la préoccupation sur le pouvoir d'achat. Mais je m'excuse, moi je trouve que c'est profondément dérangeant quand on entend que dire 100 francs par année, c'est pas grand-chose. J'ai une sincère et profonde pensée émue à toutes ces familles qui comptent littéralement les centimes à la fin de chaque mois. Et 100 francs, je suis totalement d'accord avec vous, ça ne va pas révolutionner le pouvoir d'achat. C'est pas avec ça qu'on va pouvoir d'un coup souffler, vraiment avoir un gros souffle à la fin du mois. Par contre, ça va soulager de nombreuses personnes parce qu'un franc est un franc. Alors je m'excuse, mais si pour vous un franc n'est pas un franc et que pour vous 100 francs, écoute, c'est pas grand-chose, mais tant mieux et je suis ravie pour vous. Mais c'est pas le cas pour beaucoup de personnes. Et un franc, c'est un franc. Et je suis consciente et je suis d'accord avec vous qu'il y a plein d'autres problématique sur la question du pouvoir d'achat, puisque c'est vraiment une thématique transversale qui a plusieurs paramètres, mais de dire que que finalement c'est rien, que c'est risible, eh bien moi j'ai beaucoup de peine pour ces personnes-là qui entendent ce genre d'arguments, mais qui n'arrivent tout de même pas à se payer un coca à la fin du mois, ou qui n'arrivent pas à payer une glace à ses enfants. Et donc je peux entendre l'argument de fond, mais la forme me dérange profondément de manière générale, parce qu'on l'entend beaucoup dans ce débat. Un franc est un franc, 100 francs, c'est 100 francs. Jamais. Ce serait bien que le PLR pense à ça plus souvent. J'amène juste une précision. Lors d'un débat hier, il y a le président de la SSR Suisse romande qui était là, et on a discuté aussi des exemptions de la redevance. Et donc il y a des exemptions, j'ai plus mes notes avec moi, mais il y a des exemptions qui sont prévues pour les personnes avec prestations complémentaires famille, AVS, et les entreprises, les petites entreprises, et puis diplomates aussi. Et l'aide sociale aussi. Aide sociale, c'était pas dans Non, les gens qui sont bénéficiaires de l'aide sociale doivent payer les 335 francs par année. Ouais, c'est une blague monumentale. Voilà, donc je vous remercie pour ce débat. On pourrait ouvrir un deuxième débat sur la taxe de la redevance, est-ce qu'elle est sociale ou non. Je vous propose de le faire, de continuer la discussion de manière plus informelle de l'autre côté, où il y a un petit apéro qui vous attend. Merci beaucoup pour votre participation.